Donc, nous allons commencer. Donc, je souhaite commencer un petit peu en reparlant de la lutte intégrée, qui est un concept de base dans tout ce qui est maladies et organismes nuisibles. Donc, qu'est-ce que c'est la lutte intégrée? Donc, c'est un principe de tolérance d'un individu, en fait, qui se base sur le principe qu'il n'est pas nécessaire nécessairement d'éradiquer un ennemi, parce que, justement, l'abeille domestique a une tolérance envers certains parasites et maladies. Donc, la lutte intégrée permet en fait de combiner plusieurs tactiques là, qui vont en fait minimiser les impacts de ces maladies et organismes nuisibles-là et va comprendre en fait là, plusieurs étapes, notamment la première étant l'éducation, comme on fait aujourd'hui. Et par la suite, on va évoluer vers la prévention, qu'on va également toucher un petit peu aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter certaines méthodes de prévention des maladies et organismes nuisibles de l'abeille. On parle ensuite de suivi, donc super important, autant suivi de la santé, suivi de la colonie, suivi du parasite si jamais on vient à le détecter dans nos ruches. Par la suite, on va avoir les méthodes de lutte mécanique et suivi des méthodes d'intervention un petit peu plus intensives qui vont comprendre le chimique doux à base d'ingrédients naturels et le chimique dur à base souvent de pesticides de synthèse. Donc, on commence avec le module 1, animaux nuisibles et prédateurs. Donc, premier insecte qu'on va parler aujourd'hui, donc la fausse teigne, la grande et la petite, qu'on peut avoir au Québec. Vous l'avez peut-être déjà vu dans vos ruches. Donc, on voit un peu dans le bas le stade papillon, là, donc le stade adulte, va souvent se retrouver dans nos colonies à l'extérieur. Donc, c'est pas parce qu'on le voit nécessairement qu'il y a un problème. Donc, c'est naturellement un parasite qui se retrouve dans nos colonies. On peut le voir aussi dans les plateaux grillagés. Donc, si vous avez des tiroirs, des apinovores, souvent on va voir les stades larvaires. Si vous le voyez, c'est peut-être le temps de gratter votre plateau. Peut-être qu'il y a des débris qui se sont accumulés. Puis à ce moment-là, cet insecte-là va pouvoir proliférer. Donc, c'est important de garder notre matériel propre, autant dans le rucher qu'à l'entreposage. Ce qui devient problématique, donc, c'est vraiment à l'entreposage, habituellement, que ça va arriver, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, quand les adultes viennent pondre. Donc, on voit sur l'image une grande quantité de cocons. Donc, on a une colonie, en fait, qui s'est installée dans une ruche qui était mal entreposée, donc, c'est-à-dire sans aération, sans présence aussi de lumière habituellement, donc ils vont aimer les endroits qui sont plutôt sombres, un peu humides et plutôt frais sans aération. Donc, il va y avoir vraiment comme des galeries tapissées avec une espèce de petite toile et des excréments également. Donc, ils vont venir se nourrir de la cire, mais également du bois. Et c'est ça, à ce moment-là, là, on a vraiment une infestation qui est assez sévère, comme on voit sur l'image. Donc, première chose à faire, si on vient à constater ces dommages-là, il faut mettre au congélateur les hausses pour vraiment venir tuer tous les stades puis les individus, faire un bon ménage également à l'endroit d'entreposage. Puis, pour éviter en fait là, que ça se reproduise, ça va être bien important d'entreposer en permettant l'aération des hausses, c'est-à-dire ça peut être à l'aide de plateaux grillagés. Donc, si vous installez vos ruches sur des hausses, en fait, sur les plateaux grillagés, on ferme l'entrée pour empêcher l'entrée, mais tout en permettant une aération d'air. Puis, on peut également mettre un plateau grillagé sur le dessus ou un grillage quelconque qui va permettre en fait l'entrée de lumière, l'aération, tout en permettant en fait aussi d'empêcher que les insectes puissent rentrer à l'intérieur. Donc, c'est ainsi qu'on va prévenir son installation, là, vraiment, puis sa prolifération dans notre matériel. Un autre insecte qui peut être retrouvé dans nos colonies, c'est le pou des abeilles. Donc, pas super commun, mais quand même, on peut le retrouver. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est une mouche. On dit que c'est un diptère, même si on dit que on l'appelle le pou. Si on regarde un petit peu là, sur l'image, il peut vraiment ressembler à un varroa. Mais il y a quand même, il est beaucoup plus gros en fait quand même, puis plus, on va dire, bombé. Donc, tandis que le varroa est vraiment très, on va dire, plus
au niveau de l'abeille, là, il prend vraiment la forme, il est plus adapté, alors que le pouls se déplace sur l'abeille un petit peu plus difficilement, puis il va être un peu plus gros, là, comme on voit un peu sur l'image. Donc, il va se nourrir en fait du nectar, mais aussi du miel, de la gelée royale, puis du pollen. Il va vraiment venir se déplacer au niveau des pièces buccales des abeilles pour se nourrir pendant les échanges de strophallaxie, par exemple. Puis, ce qui est problématique, c'est en fait les larves peuvent également se retrouver dans le miel et faire des défécations. Donc, le traitement, habituellement, quand on vient à observer ce parasite-là dans nos colonies, ça va être d'intégrer en fait des traitements à l'acide formique dans notre routine de traitement contre le varroa, parce que c'est aussi un traitement qui va être efficace contre ce parasite-là. Donc, c'est relativement facile là, de s'en débarrasser. Puis, il faut aussi savoir qu'habituellement, il n'est pas présent dans assez grande quantité pour, en fait, être problématique puis représenter un risque pour la santé de nos colonies. Autre insecte parasite, le petit coloptère de la ruche Atenia tumida. Vous en avez sans doute entendu parler dans les dernières années. Il a fait beaucoup jaser au Québec. Donc, les larves, en fait, ils vont se nourrir de pollen, de miel, mais également du couvain. Puis les dommages vont surtout être au niveau de la fermentation du miel, qui, en fait, les larves vont faire des dépôts visqueux malodorants sur les cales, ce qui va faire fermenter le miel. Donc, ça peut être un gros problème dans les mieleries. Présentement, en fait, il y a un gros système de surveillance et on recommande aussi la pose de pièges si vous êtes dans des régions à risque, donc plus au niveau des frontières avec l'Ontario, mais aussi dans les régions comme la Montérégie. N'hésitez pas à installer des pièges en prévention pour pouvoir détecter sa présence. C'est également un parasite à déclaration obligatoire. Donc, si jamais vous en soupçonnez dans vos colonies, c'est bien important d'en informer le MAPAC pour qu'on puisse faire une inspection, puis s'assurer en fait là, que ça ne se propage pas dans les autres colonies des apiculteurs avoisinants. Je vous mets également le petit lien en bas. Dans le fond, vous avez beaucoup de ressources. Là, on a fait, en fait, on a donné rendu disponible beaucoup d'informations et de documents pour vous aider avec ce parasite-là. On a également des vidéos sur la page YouTube du CRESAD avec Martine Bernier qui a fait sa maîtrise sur le sujet, qui vous indique en fait comment bien faire votre dépistage dans vos colonies, comment bien observer et détecter sa présence avant qu'il arrive malheur. Autre insecte que je voulais parler avec vous aujourd'hui, donc les fourmis. Ça arrive très, très régulièrement là, qu'on va en voir dans les colonies. Souvent, ça va être entre le couvercle et l'entrecouvercle. Donc, au Québec, c'est pas vraiment un insecte qui cause des dommages. C'est plus au niveau des tropiques là, où il va y avoir vraiment des infestations beaucoup plus sévères. Donc, ils vont surtout s'installer. Ils ne vont pas vraiment causer de dommages. Si la colonie est assez forte, ils rentreront même pas dans la ruche. Donc, ça va vraiment être à l'extérieur. Par contre, ça peut quand même être un petit peu agaçant quand on ouvre nos ruches de retrouver une aussi grande quantité de fourmis. Donc, c'est désagréable pour les mains et en général, c'est plus pour nous. Donc, on peut recommander en fait de mettre des feuilles de bardane dans le couvercle ou des plantes qui vont dégager avec le soleil qui va taper sur la ruche là, on va dire un peu des huiles essentielles qui vont être un peu répulsives pour ces insectes-là. Donc, on parle un peu de la bardane. C'est un petit truc de grand-mère si jamais ça vous arrive. Surtout si vous êtes dans un milieu plus forestier avec des sols sableux où il y a souvent plus de risques. Donc, vous pouvez porter un petit peu plus attention où vous installez vos ruches afin de ne pas être à proximité d'une fourmilière, par exemple. Autre parasite, en fait, on pourrait dire animaux nuisibles, en fait. Donc, c'est la musaraigne. Donc, il est surtout un problème dans les provinces maritimes. On en entend un peu moins parler au Québec, mais juste au cas où, on préfère vous en parler. Donc, on voit l'animal en bas à votre gauche, donc vraiment plus petit qu'une souris. En fait, il va surtout s'installer dans les ruches pour manger les muscles thoraciques. Donc, sur la photo à droite, vous voyez une abeille, là, le trou sur son thorax. La musaraigne est vraiment venue consommer les muscles des ailes. C'est tout ce qu'elle va consommer. Par la suite, elle va laisser le reste. Puis sur l'image, au centre, vous voyez en fait, c'est une musaraigne qui est comme couchée. Elle s'est installée dans une ruche pour l'hiver.
elle a consommé des abeilles qui sont mortes à votre droite, puis elle s'est fait un petit, en fait, littéralement un nid dans la colonie. On peut souvent la voir dans le bas des cordes, il va vraiment y avoir une espèce de cercle circulaire là, où elle va avoir consommé un peu la cire, puis s'être fait son propre petit nid. Donc, ça pourrait causer en fait la mort d'une colonie durant l'hiver. Puis c'est exactement ce qui arrive en fait là, dans les provinces maritimes où ça devient vraiment un problème majeur. Une en fait, des moyens pour prévenir son entrée dans la ruche pendant l'hiver si vous hivernez à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, c'est d'installer un grillage à l'entrée des ruches. Donc, lorsque vous installez votre réducteur d'entrée, là, on peut venir mettre un tout petit grillage pour empêcher les rongeurs d'entrer. C'est bon pour les musaraignes, mais aussi pour les souris. Les moufettes, quand même assez commun au Québec. Donc, souvent, on va s'apercevoir de leur passage à l'avant des ruches. Là, il va y avoir en fait du grattage, des trous, de destruction de la végétation, comme on voit en fait là, sur l'image à votre droite. Donc, les moufettes, en fait, ils viennent manger les abeilles à l'entrée. Ils vont venir le soir, pendant la nuit. Ils vont venir gratter. Ça va déranger les abeilles, puis ils vont naturellement sortir pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là là, qu'elle va venir les consommer. Donc, en fait, ça peut vraiment rendre vos colonies plus agressives, le fait de se faire déranger régulièrement comme ça. Un des moyens de prévenir, c'est d'installer les ruches un petit peu plus en hauteur. Donc, en fait, la moufette, elle ne va pas se chercher à ouvrir la ruche, quoi que ce soit. C'est vraiment juste à l'entrée habituellement qu'elle s'installe. Si ce n'est pas possible de monter en hauteur vos ruches, il y a toujours possibilité aussi de venir mettre une planche avec des clous sur le devant de la ruche là, pour l'aider à la dissuader. Donc, les ours, bien malheureusement, ils sont présents au Québec. Ils font des dommages assez importants. Donc, c'est super important là, d'avoir en fait des bons moyens pour prévenir leurs dommages, notamment en utilisant des clôtures électriques ou également des clôtures en métal, comme la photo. Je vais essayer de mettre le petit pointeur juste ici. Donc, en haut, c'est un site de pollinisation au Saguenay. Puis, on voit vraiment là, une clôture en métal permanente. Si vous installez toujours vos ruches à la même place, ça peut être un bon moyen. Sinon, la classique clôture électrique fait habituellement un bon travail. Il y a aussi la possibilité de fermer vos ruches avec des sangles, donc vraiment là, de les strapper. En fait, ça va pas empêcher l'ours de rentrer dans le rucher et de coucher la ruche. Habituellement, vous allez les retrouver quand même sur le côté, mais au moins, il ne peut pas consommer les abeilles à l'intérieur parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le miel qui les intéresse, c'est vraiment les abeilles. Donc, au moins, votre colonie, même si la ruche est couchée, peut avoir certains dommages. Le matériel ne sera pas trop endommagé et les abeilles n'auront pas été non plus mangées. Également, on peut visser les ruches. Par contre, je le recommande un peu moins, en fait beaucoup moins, je dirais, parce que ça fait vraiment des grosses vibrations au niveau de la colonie. Donc, si à chaque fois que vous devez ouvrir vos ruches, vous devez les dévisser, premièrement, moi, je trouve ça très long. Et en plus, ça rend la colonie habituellement agressive. Donc, c'est pas l'idéal. Mais si c'est la seule technique que vous avez disponible, c'est mieux que rien, on va dire. Par la suite, aussi, attention aux automnes doux. Donc, si vous avez tendance à enlever vos clôtures électriques vers la fin du mois de septembre, comme l'année passée, là, on a eu un automne qui s'est un petit peu plus échelonné, qui avait des températures un petit peu plus douces. Donc, j'ai eu des apiculteurs qui ont eu des problèmes avec des ours au mois de novembre. Souvent, malheureusement, si vous n'allez pas voir vos ruches de novembre jusqu'à avril, malheureusement, les colonies vont mourir, puis votre matériel, en fait, va passer l'hiver complètement sous la neige, donc c'est pas toujours l'idéal. Donc, peut-être des fois, juste retarder un petit peu le retrait de vos clôtures électriques au cas où. Autre occupant de la ruche, donc, parfois, c'est bien de savoir c'est quoi en fait, les parasites qui peuvent causer problème, mais on a aussi d'autres parasites qui peuvent être similaires, comme on voit les petits coléoptères en haut à droite. On pourrait les confondre avec le petit coléoptère de la ruche, par exemple. Donc, c'est bien important d'être au courant de quel autre parasite, en fait, quel autre insecte peuvent cohabiter sans causer de dommages avec les abeilles pour savoir que, en fait, il n'y a pas de problème à les observer.
Ils font habituellement pas de dommages. Ils viennent souvent seulement profiter de quelques ressources qui peuvent tomber à l'avant de la ruche. Ça peut être également dans votre tiroir d'un plateau grillagé s'il y a trop de débris. Encore une fois, lorsqu'on garde la ruche propre, bien grattée, on n'a pas trop de problèmes avec ces insectes-là. Mais c'est possible d'observer également des perce-oreilles. Puis on voit à gauche, c'est une souris qui est malheureusement décédée dans une ruche. Si on parle des ennemis à surveiller, donc je parle un peu du frelon asiatique qui est Vespa velutina, qu'on entend de plus en plus parler. Donc, elle n'est pas encore sur notre territoire, mais il y a des risques potentiels. Donc, c'est un frelon qui est carnivore, qui s'installe à l'avant des ruches et qui va en fait chasser les abeilles directement. Donc, en Europe, il cause des grosses pertes. Donc, très problématique à ce niveau-là. Donc, il vient vraiment décimer des populations d'abeilles. On ne l'a pas encore, mais c'est toujours important de savoir qui pourrait se retrouver sur notre territoire. Donc, de garder l'œil ouvert et de faire des signalements. Celui-ci est vraiment caractérisé par les pattes jaunes. C'est comme ça qu'on vient vraiment le distinguer des autres frelons. Donc, si jamais vous voyez ce type d'insecte-là, c'est super important de le signaler. Je parle aussi de Acarapie ovoudi, qui est l'acarien de la trachée. C'est un parasite qu'on a déjà eu au Québec. Par contre, ça fait quelques années, en fait, qu'il n'est plus détecté. Mais c'est super important d'être conscient qu'il a déjà été là. Il pourrait réapparaître, par exemple, dans le futur. Ce n'est pas impossible. On parle aussi de Tropioelaps. Donc, il y a un webinaire justement à venir au courant de l'été pour vous informer de ce potentiel parasite du couvain ouvert. Donc, en Europe, encore une fois, c'est un parasite qui cause beaucoup de dommages. Sur l'image à votre droite, vous voyez le pouls de l'abeille qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez le varroa également. Et en bas ici, vous avez Tropioelaps, qui est un petit peu plus petit, mais en fait, là, qui cause des dommages assez importants. C'est sûr que nous, on a un long hiver, donc une période sans couvain qui nous protège un petit peu, mais encore une fois, il peut toujours arriver avec des paquets d'abeilles importés. Donc, on garde toujours l'œil ouvert et on fait notre devoir de signaler si jamais on vient à l'observer. Module 2, donc on passe aux bactéries et champignons. Donc, la première, la loque européenne. Donc, c'est une bactérie qu'on peut observer dans nos ruches. Donc, on voit à droite différentes larves atteintes de la loque européenne là, qui ont vraiment un aspect vraiment très différent d'une larve en santé. Donc, la loque européenne peut être déclenchée par le stress engendré par un manque de nourriture, mais c'est aussi une maladie qu'on peut voir en début de saison ou même suite à un stress de transport pour la pollinisation, par exemple. Donc, en fait, la bactérie va se multiplier dans le tube digestif des larves. Puis à ce moment-là, on va voir des signes cliniques tels que des larves recroquevillées, un petit peu figées sur les côtés, dans le fond des alvéoles. Ils vont être un petit peu liquides, visqueuses. Ils vont aussi un petit peu changer de couleur comme jaune-brune. Ils peuvent également avoir un look un peu plus desséché. Donc, c'est super important lorsqu'on fait notre inspection régulière de bien observer notre couvain. Oui, on cherche des œufs, on cherche à savoir si on voit la reine, mais très important de regarder la santé de notre couvain. Il y a beaucoup de maladies, en fait, qu'on peut observer en bien étant au courant de la santé de notre couvain. Si on regarde au niveau plus de la prévention, donc la meilleure méthode, c'est vraiment le renouvellement du matériel apicole. Donc, c'est une bactérie qui peut être présente sur notre matériel. Si on note des signes de cette maladie-là, c'est bien important de noter le cadre. Si, idéalement, on veut le retirer dès que possible et le brûler. Donc, dès qu'on voit du matériel contaminé, c'est super important de s'en débarrasser de façon sécuritaire. Donc, sans que les autres abeilles, les autres colonies aient accès à ce matériel-là. Donc, on ne le laisse pas traîner dans la miellerie. Bien important, on le met dans un sac, on le ferme, puis on le brûle dès qu'on peut. Donc, également, si jamais on vient à nettoyer les ruches contaminées, super important, la cire, on ne la laisse pas à l'avant de la ruche, on la récupère, puis on s'en débarrasse. Également, super important de faire de la désinfection. Donc, c'est une bactérie qui est quand même sensible à la chaleur. Donc, si vous prenez votre torche, c'est possible de venir désinfecter votre matériel.
On peut également venir sélectionner des abeilles hygiéniques qui vont en fait retirer les larves malades avant qu'elles infectent d'autres abeilles et que la maladie se propage. Il existe également des tests rapides pour détecter cette maladie-là, donc qui sont en vente dans certaines boutiques apicoles. Si vous avez un doute à savoir si cette maladie-là est présente dans vos ruches, vous pouvez acheter ces petits tests-là. Vous pouvez être sûr, en fait, là, que lorsque c'est positif, que la maladie est bien présente. Puis à ce moment-là, vraiment être proactif dans les méthodes de prévention et de lutte contre ce parasite-là. Si jamais, en fait, c'est une maladie qui peut se propager dans votre rucher, si vous sentez que c'est hors de contrôle, puis que vous avez quand même appliqué le renouvellement du matériel, il y a toujours possibilité d'appeler le MAPAC pour avoir une prescription d'antibiotiques, en fait, pour pouvoir lutter plus facilement contre ce parasite-là. Mais avec un bon renouvellement du matériel, actuellement, puis une bonne régie, on est capable, en fait, là, de s'en débarrasser. Maladie quand même similaire, on parle de la loque américaine. Donc, en fait, c'est également une bactérie. Sa particularité, c'est vraiment qu'elle est sporulente. Donc, les spores, c'est vraiment une méthode de reproduction très efficace, mais malheureusement, ce sont aussi des organismes qui sont résistants à la chaleur, aux antibiotiques et également aux agents chimiques, ce qui fait en sorte que lorsque la maladie s'installe, c'est extrêmement difficile de lutter contre. Malheureusement, habituellement, dès qu'on observe des signes, la colonie est vouée en fait là, à s'effondrer. Donc, on parle souvent du test de l'allumette. Si jamais là, vous voyez des larves un petit peu louches, mal, pas en santé dans votre colonie, vous pouvez toujours prendre une brindille puis tester, voir si, en fait, il y a cette élongation de la larve qu'on appelle le test de l'allumette, comme on voit en fait sur l'image. Donc, un bout de bois qui est inséré dans l'alvéole. Si jamais là, ça vient vraiment, ça continue à se tenir, ça peut être des signes de la présence en fait de la loque américaine. Ça ne veut pas tout dire, donc il ne faut pas tout se baser sur ce test-là. Mais si jamais vous avez des doutes, super important, c'est une maladie à déclaration obligatoire, donc d'appeler le MAPAC afin de déclarer la présence de la maladie. Puis ils vont vous donner là, toutes les indications à faire pour protéger le reste de votre cheptel. Autre chose qu'on entend plus ou moins parler, mais qui peut en fait être problématique, on parle du botulisme. Donc, c'est une bactérie qui peut, en fait, qui produit des toxines puis qui se retrouve dans le milieu extérieur, donc sur le sol, par exemple. Donc, super important lorsqu'on fait notre tournée régulière de notre ruche, la façon qu'on dispose notre matériel. Donc, on voit sur l'image, là, c'est peut-être pas très clair, mais on a le couvercle qui est à l'envers par terre et sur lequel on a déposé notre hausse à miel. Donc, de cette façon-là, notre hausse à miel ne touche pas directement au sol. Même chose, si on apporte du matériel dans notre rucher, on veut le déposer sur une palette, sur le côté. On ne veut pas que l'intérieur de notre ruche soit en contact avec le sol et risquerait à ce moment-là, en fait, d'être contaminé. Même chose pour les cadres de couvain juste ici. Et notre grille à reine, on vient toujours la mettre de façon à ce qu'elle touche le moins possible au sol. Donc, comme je disais, on peut accoter les cadres sur le côté, utiliser le couvercle, puis une base, en fait, lorsqu'on ouvre les ruches, puis pour l'entreposage également. Le couvain plâtré, donc, c'est également une maladie, en fait, qui est très présente au Québec. Donc, c'est une mycose. C'est en fait causé par un champignon. Donc, on va l'observer avec des larves momifiées blanches dans le couvain. Ils vont en fait avoir une petite aspect jaunâtre, même parfois verdâtre. Donc, on peut également le voir avec un patron de ponte irrégulier. Donc, sur les 4 images, là, en bas à votre droite, vous voyez un patron de ponte irrégulier qui est causé par, en fait, le couvain plâtré. En fait, on voit ici des petites momies. En haut à droite, vous avez vraiment là, le champignon qui est vraiment momifié, une larve. On le voit également très bien en bas à votre gauche. Donc, on a une larve de faux-bourdon qui est vraiment très affectée par le champignon ici. Et en haut à votre gauche, vous voyez un plateau grillagé
avec une grande quantité de momies. Donc, une fois que la larve est contaminée, souvent les abeilles vont la retirer, elle va tomber dans le fond de la ruche et on peut observer en fait là, une grande quantité là, de ces momies-là dans le fond de notre ruche. Donc, c'est certain, si une grande quantité de notre couvain vient à mourir, il va y avoir nécessairement un afflémissement de la ruche. Malheureusement, les porcs aussi résident une quinzaine d'années. Ils sont présents dans tout notre matériel. Bien dommage, mais en fait, c'est vraiment une maladie qui est présente et ça prend des conditions particulières pour qu'elle se développe. Donc, les signes cliniques vont se développer quand elle va germer. Puis, ces conditions pour qu'elle germe, c'est en fait une humidité, une basse température et elle va s'affecter en fait là, aux larves de 2 à 4 jours d'âge. Donc, on va l'avoir beaucoup au printemps, donc au début du développement des colonies, quand les colonies sont un petit peu plus faibles, souvent dans les cadres aux extrémités. Donc, lorsque la grappe d'abeilles en fait, contient pas en fait assez d'abeilles pour réchauffer tout le couvain. Les cadres aux extrémités, ça va être des super bons endroits pour que la maladie puisse se développer. Si également vos colonies sont à l'ombre, donc qui ne sont pas frappées par le soleil, ça peut être une des conditions qui pourrait favoriser le développement de cette colonie-là. Donc, puis la transmission, en fait, elle se fait via le pillage. Souvent, une colonie va être plus faible, donc elle peut se faire piller. À ce moment-là, les champignons vont se ramasser sur les abeilles et être transmis d'une ruche à une autre. Ça peut être également par les manipulations de l'apiculteur, donc via l'alimentation, puis même également les nettoyeuses là, au sein de la colonie. Donc, comment est-ce qu'on peut la prévenir? Donc, premier truc, c'est l'utilisation des plateaux grillagés qui vont favoriser en fait une bonne aération et donc une diminution de l'humidité dans notre ruche. Si jamais vous voyez qu'il y a une accumulation d'eau dans vos ruches, donc c'est bien important de les pencher pour favoriser l'évacuation de l'eau. Encore une fois, toujours pour diminuer le taux d'humidité dans la ruche. On va également maximiser l'exposition au soleil. Donc, si c'est possible, on veut que la ruche soit exposée au soleil tout le matin et toute la journée. On va également remplacer les cadres contaminés. Donc, si vous voyez que ce sont souvent les mêmes cadres qui sont affectés, vous les prenez en note, super important de s'en débarrasser. Puis encore une fois, on les met à l'abri le temps qu'on puisse les détruire. Puis on veut aussi s'assurer qu'il y a suffisamment d'abeilles pour réchauffer tout le couvain. Donc, une des choses à observer, si jamais vous voulez ajouter une hausse en début de saison, attendez qu'il y ait vraiment suffisamment d'abeilles pour être sûr que tout votre couvain soit bien recouvert d'abeilles pour qu'il puisse être une bonne température et prévenir en fait le développement là, de cette maladie-là. La nosémose, donc, qui est également un champignon, mais cette fois-ci unicellulaire, elle fait également des spores. Donc, c'est en fait un parasite intracellulaire obligatoire, donc qui vit vraiment exclusivement à l'intérieur de l'abeille. Au Québec, en fait, c'est Serrana qu'on va observer principalement. Donc, il y a deux types de nosémose. Il y a le Nosema serrana et le Nosema apis. Donc, au début, on observait beaucoup de Nosema apis au Québec, puis elle causait beaucoup de diarrhée. Mais en fait, elle a été remplacée presque complètement par Serrana, qui, elle, ne cause pas de diarrhée. Donc, c'est quand même un parasite qui se développe dans les intestins de l'abeille, mais Serrana est souvent asymptomatique. Parfois, on peut quand même observer des abeilles un peu plus léthargiques avec une démarche irrégulière. On peut également observer une dépopulation puis une réduction de la durée de vie des abeilles qui sont affectées. Il y a souvent également des prévalences saisonnières pour cette maladie-là, donc souvent plus au printemps, après le long hiver où les abeilles sont restées confinées à l'intérieur. Au niveau du diagnostic, donc nous, quand on reçoit des échantillons pour la nosémose, donc on voit sur l'image, là, on vient vraiment tirer sur le dard de l'abeille, on vient retirer l'intestin, puis on vient vraiment isoler la partie qui peut contenir les spores. Puis par la suite, au niveau du microscope, vous voyez, il y a beaucoup de gros grains de pollen, mais tout ce qui est les petits tic-tac, j'espère que ce n'est pas trop petit pour vos yeux, mais ce sont des spores, en fait, là, de nosémose et c'est ça qu'on vient compter pour déterminer le taux d'infestation dans vos colonies. Donc, souvent, ce sont
des abeilles en particulier là, qui vont vraiment être très infestées. Il va en avoir quelques-unes dans la colonie, ce qui fait en sorte que c'est pas complètement répandu. Ce ne sont pas toutes les abeilles qui sont affectées, mais quand même, soyez au courant que vous pouvez en avoir dans vos colonies. La dysenterie, donc vraiment, c'est ça qu'on appelle la diarrhée de l'abeille. Donc, on vient vraiment dissocier là, la nosémose et la dysenterie qui ont des causes et des impacts qui sont différents. Donc, diarrhée de l'abeille, plus de causes alimentaires, donc souvent dû à une nourriture de mauvaise qualité à l'automne. Ça peut être également causé par certaines sources florales, telles que les astères, mais aussi un peu la verge d'or à l'automne. Puis également, le confinement prolongé va venir amplifier tout ça parce que, en fait, la dysenterie, c'est dû par l'accumulation de fesses et de matières indigestes dans le rectum qui va entraîner un peu des dommages aux cellules épithéliales de l'abeille. Donc, les conséquences, c'est vraiment une défécation dans la ruche. Ça peut être également la mort de la colonie pendant l'hiver et un affaiblissement là, au printemps, en fait, un faible développement de la colonie. Puis sur les images, là, on voit vraiment là, des dysenteries sévères, des abeilles qui ont excrété à l'extérieur de la ruche là, qui étaient grandement affectées par la maladie. Module 3, donc les virus. Donc, il y a plusieurs virus en fait là, qui peuvent affecter l'abeille. Le plus commun, là, je dois dire, dans nos colonies, c'est le virus de la cellule royale noire. Donc, vous dites, ah oui, présent dans toutes les colonies, vous en avez sûrement jamais vu. Il y a très peu de signes cliniques de cette maladie-là, mais dans les analyses de laboratoire, on la détecte dans pratiquement 100% de nos échantillons. Donc, par contre, il existe des signes cliniques. Souvent, peut-être que les éleveurs de reines en ont peut-être plus, en fait, ils ont plus de chances de l'avoir observé. Donc, ce sont vraiment, en fait, des larves, en fait, là, qui vont devenir plus noires. Donc, on voit à votre droite, c'est une barrette de greffage de reine. Donc, vous avez les cellules royales et on voit à l'extrémité un noircissement là, de la cellule. Si on l'ouvre à l'intérieur, la larve est vraiment plus de couleur noire. Et c'est de là que, en fait, tire son nom, la maladie. Donc, ce sont habituellement les ouvrières qui sont porteuses, mais ils ne présentent pas de symptômes. Les larves puis les pulpes vont devenir jaunes puis bruns et finalement noirs avant de mourir, comme on voit sur l'image. Et comme j'ai dit, c'est une maladie qui est présente dans pratiquement toutes les colonies. Virus du couvain saxiforme, donc ça tire en fait son nom de l'apparence de sac que la larve malade. Donc, on voit sur l'image en haut. Donc, ça vient un petit peu, la larve est un peu comme se durcir puis faire un sac, mais à l'intérieur, ça reste très, très liquide. Donc, ça donne vraiment un peu l'impression un peu comme une ballonne d'eau. Donc, ça va affecter les larves de 2 jours. En fait, c'est les larves de 2 jours qui sont le plus sensibles. Puis la couche externe de la larve passe du jaune au gris, puis va durcir pour former le petit sac. Donc, vous pouvez observer des signes de cette maladie-là en présence de couvains partiellement désoperculés. Donc, on peut voir en bas des larves en forme de banane. Là, c'est vraiment un signe caractéristique de la maladie. Puis, on voit aussi là, que la cellule a été désoperculée. Donc, on voit sur le pourtour l'irrégularité de l'opercule qui peut indiquer là, les ouvrières ont réouvert la cellule. Donc, les larves vont habituellement mourir juste avant de se transformer en puce, peu après en fait l'operculation. Puis les larves se retirent très facilement de l'alvéole, contrairement à d'autres maladies du couvain. Donc, si jamais vous voyez ce genre de symptômes-là, prenez la larve. Si vous voyez vraiment la caractérisation du sac qui se retire facilement, c'est un bon signe là, que c'est bien la maladie qui affecte votre couvain. Virus de la paralysie chronique, donc on l'appelle aussi le mal des forêts. Donc, c'est souvent transmis par le miella des pucerons dans les forêts, mais également sur les plantations de soya. Donc, ce n'est pas exclusivement transmis par les pucerons, mais ça peut être un bon porteur. Donc, les abeilles infectées, en fait, vont avoir une faible quantité de poils, ce qui va leur donner un aspect plus foncé, mais aussi brillant. Donc, vous voyez là en bas, à votre gauche, vous avez une abeille complètement luisante, sans aucun poil. Est très différente d'une abeille en santé, là,
traditionnelle qu'on voit également sur la photo. Même chose pour l'abeille au centre. L'autre particularité de l'abeille du centre, c'est vraiment ses ailes en forme de K. En fait, ce sont les abeilles, les ailes un peu disloquées, mais ce sont quand même des ailes intactes. Donc, cette abeille-là avait également des tremblements. Donc, vous allez voir, les abeilles qui sont affectées ont vraiment une démarche particulière, sont un peu désorientées, ils marchent vraiment en croche et souvent, ils ont de la misère en fait à faire 2 pas devant l'autre. Par contre, c'est super important de ne pas confondre les symptômes de cette maladie-là juste avec des vieilles abeilles. Donc, je vous ai mis à votre droite une photo là, vraiment d'une vieille abeille parce qu'ils ont naturellement moins de poils et ils ont également les ailes endommagées. Donc, ce ne sont pas des ailes en cas, mais bien des extrémités endommagées. Donc, on a vraiment à droite là, une classique abeille âgée de plusieurs semaines qui pourrait être en fait le prix pour une abeille atteinte d'un virus, mais c'est vraiment seulement une vieille abeille. Virus des ailes déformées. Donc, c'est également une maladie qui est malheureusement présente dans beaucoup de nos bûchers. Donc, les symptômes de la maladie peuvent être observés sur les ouvrières qui viennent d'émerger. Donc, on le voit sur la photo, là, vous avez une jeune ouvrière qui vient de sortir et elle a littéralement les ailes recroquevillées, atrophiées, un petit peu tordues, littéralement déformées comme le nom de la maladie. Donc, ces abeilles-là vont également avoir un poids inférieur à la normale. Ils vont être un peu décolorés et ils vont vivre beaucoup moins longtemps, en fait. Donc, au Québec, en fait, excusez-moi, on va déterminer, on va trouver 3 types, 3 génotypes de cette maladie-là. On a le A, la B et la C. Donc, la A, c'est celle qu'on avait, en fait, la première forme de ce virus-là, qui est malheureusement remplacée par le B, qui est en fait plus virulent et qui semble avoir plus d'effets négatifs sur nos colonies. Le C est pour le moment très peu étudié. Donc, présentement, c'est vraiment le B qui remplace le A. C'est principalement celui-là qu'on va retrouver dans nos colonies maintenant au Québec. Donc, c'est un virus qui est souvent lié à la présence du varroa et même sur cette photo-là, on le voit clairement. Donc, il y a vraiment un varroa sur une abeille là, qui est juste là à côté de l'abeille aux ailes déformées. Donc, si on observe ça, c'est qu'on a sûrement un taux d'infestation par le varroa très important et souvent, il est malheureusement déjà trop tard quand on commence à observer ces signes-là, ces signes cliniques dans notre colonie. Donc, c'est super important de prévenir ça et avec un contrôle régulier du varroa parce que si on le voit sur les abeilles et qu'on attend de voir des ailes déformées, souvent, comme je l'ai dit, il va être trop tard. Je vous mets également d'autres observations en vrac que vous pourriez voir dans vos colonies. Donc, on voit ici, là, à votre gauche, vous avez des cellules, en fait, des œufs surpondus. En fait, là, il y a plusieurs œufs par alvéole. Donc, dans ce cas-ci, en fait, la reine commençait à manquer de place. Donc, c'est une des observations, peut-être que vous pourriez confondre avec quelque chose d'autre, mais c'est un phénomène qui peut s'observer quand on manque de place. Ça pourrait être aussi confondu avec des œufs d'ouvrières dans le cas d'une ruche bourdonneuse. Autre chose intéressante, donc on a du couvain qui est mort. En fait, c'est du couvain décédé qui est oxydé. À ce moment-là, les larves vont venir prendre une apparence foncée, ils vont noircir. Donc, c'est pas une maladie quelconque, c'est vraiment juste souvent que manquer d'abeilles pour recouvrir le couvain. Et à ce moment-là, celui-ci est décédé. Dans ce cas-ci, en fait, c'est un cadre qui avait été retiré parce qu'il y avait un ours qui était passé et le couvain s'est retrouvé à l'extérieur de la ruche et il a pris cet aspect-là. Vous avez également en haut un faux bourdon avec des yeux blancs. Ça peut arriver. Donc, c'est pas une maladie quelconque, c'est juste un petit aléa là, génétique. Et encore une fois, en bas à votre droite, si vous n'aviez pas encore déjà eu ce phénomène-là, donc on a une ruche qui commence à être bourdonneuse. Donc, le couvain peut être irrégulier. En fait, on voit sur le au-dessus, ce sont vraiment le faux bourdon. Et en dessous, on a des alvéoles d'ouvrière. Autre observation, donc en haut à votre droite, là, vous avez des coulisses sur le bord de la ruche. C'est suite à un traitement d'acide formique. Donc,
sont pas des excréments comme de la dysenterie. Ça peut vraiment être juste causé par un traitement installé dans la ruche. Donc, bien important de porter attention aux signes que vous voyez. On voit également sur l'image en bas, donc c'est une question qui avait été posée l'année dernière. C'est des abeilles, en fait, qui semblent vraiment comme être tachées, qui sont toutes jaunes. Puis quand on essaie, en fait, de retirer ce jaune-là, on n'est pas capable. C'est seulement du pollen, c'est vraiment dû à une espèce de fleur qui fait en sorte que l'abeille doit rentrer presque complètement dans la fleur et le pollen vient vraiment comme bien se déposer au niveau de ses poils. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des signes de maladie, c'est vraiment juste une fleur particulière qui vient causer ça. Par la suite, on voit aussi une autre photo avec de la propolis. Donc, souvent, dans le bas des cornes, on peut se demander c'est quoi cette agglomération-là. Donc, ça arrive souvent, surtout dans les milieux un peu plus boisés, là, on va voir vraiment des agglomérations de propolis que les abeilles vont faire. Gardez-le, ça vaut cher. Donc, faites vos petits remèdes de maison avec. C'est super bon pour ce qui est maux de gorge. Et en fait, ça a des propriétés antifongiques, antibactériennes, antimicrobiennes. Donc, excellent et à conserver. Par la suite, à gauche, pour ceux qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience, juste pour enlever les doutes, là, dans le bas ici, vous avez des cellules royales. Donc, si on repasse un peu sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans la présentation, je viens résumer les bonnes pratiques à avoir en apiculture. Donc, souvent, on va parler des gants de cuir. Donc, les gens ont tendance à utiliser des gants en cuir, mais c'est super important, si jamais vous n'êtes pas assez à l'aise pour ouvrir les ruches sans gants, de les désinfecter à l'alcool. C'est un super milieu, en fait, là, pour transmettre des maladies d'une colonie à l'autre. Et également, ça va garder aussi l'odeur si jamais vous faites piquer du venin. Donc, en fait, ça peut rendre les ruches plus agressives. Idéalement, on ne veut pas porter de gants. Donc, ça prend un peu plus de pratique. C'est sûr, être un petit peu plus à l'aise dans les ruches, mais vous allez voir, vous allez travailler plus doucement. Les abeilles, en fait, vous allez moins en écraser, ce qui, au final, souvent, va être bénéfique pour vos manipulations. Les abeilles vont être plus douces et vous allez prendre plus d'assurance. Également, j'aime bien apporter une chaudière d'eau savonneuse au rucher. Donc, super important pour vous laver les mains entre les ruches. Donc, si jamais vous voyez des signes de maladie, c'est super important de ne pas les transmettre à la colonie qui suit. Donc, vous pouvez facilement laver vos mains avec une chaudière d'eau savonneuse. On veut également limiter le pillage. Donc, c'est une des sources de transmission des maladies. Donc, on peut apporter une chaudière pour récolter les déchets sur le terrain, que ce soit la cire, si vous enlevez vos faux bourdons également. Super important de les récolter et ne pas les laisser traîner devant les ruches parce qu'habituellement, les abeilles vont venir les piller et c'est la meilleure façon de disséminer, des maladies au sein d'un rucher. On veut également ajouter des réducteurs d'entrée si la colonie est faible pour éviter qu'elle se fasse piller. On parle aussi plus récemment là, de rucher hôpital. Donc, c'est vraiment si vous avez une grande quantité de ruches, vous pouvez regrouper vos ruches malades ensemble pour éviter de les laisser dans les ruchers et que la maladie se propage. C'est un peu comme une quarantaine, si on peut dire. On veut également favoriser le nourrissage individuel pour éviter, encore une fois, là, que les abeilles se retrouvent sur des barils, par exemple, ou, encore une fois, vont être en contact l'une avec l'autre et risquent de s'échanger des maladies. On peut également venir brûler à la torche les lèvres-cordes. Donc, la chaleur, c'est un super bon moyen de lutte contre plusieurs des maladies. Donc, si jamais vous voyez une ruche malade, super important, avant de passer à l'autre ruche, de venir vraiment passer à la torche votre lèvre-corde et au minimum entre les ruchers et dès qu'on suspecte une colonie d'être malade. Aussi, on veut venir inspecter les cadres afin de faire des transferts. Donc, quand on fait des nuques, c'est super important de bien inspecter nos cadres, s'assurer que notre couvent est en santé parce que c'est aussi un moyen, en fait, là, si jamais vos cadres sont porteurs de maladies puis que vous faites un nuque avec, vous avez automatiquement une nouvelle colonie avec les mêmes problèmes. Donc, super important de les inspecter. Également, quand vous faites des jumelages, assurez-vous que vous jumelez ensemble des colonies en santé
pour être sûr de ne pas propager des maladies. Comme on l'a dit tout à l'heure, important de noter les cadres problématiques. Donc, vous pouvez mettre un X, mettre un tape dessus. Vous les montez dans les hauts samiels si ce n'est pas possible de les enlever. Si vous n'avez pas de matériel de rechange, vous les montez dans les hauts samiels pour qu'au moins, quand vous allez faire l'extraction, vous allez pouvoir les sortir et les détruire par la suite. Également, le matériel qui est contaminé, on s'en débarrasse. On n'essaie pas nécessairement de le laver. Si vraiment c'est des sports, c'est important de le brûler, puis on change. Avant, on le met dans un sac de plastique bien fermé et on s'assure qu'il n'est pas en fait disponible pour les abeilles pour éviter encore une fois le pillage. On identifie les ruches qui sont problématiques. Vous pouvez utiliser un système de code de briques sur votre ruche. Nous, on utilise la brique en coin pour dire que la ruche a des symptômes de maladie. On s'assure de terminer par cette ruche-là quand on fait nos évaluations de routine. Puis, encore une fois, ça l'évite de transmettre les maladies dans le reste du rucher. Autre moyen, en fait, bonne pratique, c'est vraiment de remplacer son matériel. Donc, les maladies restent dans notre matériel, dans notre cire, sur le bois. Donc, avec un renouvellement régulier de notre matériel, on vient en fait apporter du matériel qui est sain, qui est en fait, je ne veux pas dire en bonne santé, mais qui est propre et exempt de maladies. Donc, avec un bon renouvellement, comme je l'ai dit, dès que vous identifiez vos cadres problématiques, vous les sortez, on les change pour du bon matériel. Puis même si vous ne voyez pas, attendez pas qu'il y ait de la maladie dans vos ruches pour changer votre matériel. Assurez-vous toujours d'avoir un bon roulement pour prévenir l'apparition de ces signes-là. Également, si jamais vous voyez quelque chose qui semble louche, prenez des photos des signes de maladie, autres problèmes, pour vous donner une idée de ce que vous avez observé, pour en parler à votre conseiller, parler avec un autre apiculteur également. C'est difficile quand vous nous expliquez juste ce que vous pensez avoir vu avec une photo, on est sûr, puis on a des preuves pour faire également un suivi. Vous vous demandez sûrement pourquoi je n'ai pas parlé du varroa, ce parasite en fait là, qui est extrêmement problématique au Québec. Donc, en fait, il existe déjà une super bonne campagne de sensibilisation à la varroise qui s'appelle en fait le PISAC. Donc, je vous invite, si vous voulez vraiment vous pencher sur ce parasite-là, d'aller vous inscrire avec l'adresse courriel que je vous mets sur la diapositive. Vous écrivez pour vous inscrire à l'une des campagnes. C'est vraiment des activités sur le terrain avec les vétérinaires du MAPAC qui vous donnent également des outils, des méthodes de lutte. C'est vraiment très, très complet là, comme concept. Donc, je vous invite aussi à aller sur le site Internet que j'ai mis encore une fois en bas de ma diapositive. Vous allez avoir différents documents comme l'arbre de décision pour le traitement du varroa, mais également plein d'outils pour mieux connaître ce parasite-là. Également, je tiens à dire, si jamais vous souhaitez faire inspecter des colonies ou signaler des pertes anormales, l'équipe apicole du MAPAC est vraiment là pour vous. Donc, c'est un service qui est gratuit si vous êtes enregistré comme propriétaire d'abeilles. N'hésitez pas à les appeler. Puis, je tiens à dire, en fait, c'est promis, les inspecteurs, ils ne piquent pas. Donc, il y a encore souvent cette mentalité que les inspecteurs du MAPAC, ils font la police. C'est des gens qui travaillent pour vous, qui travaillent pour la santé du cheptel. Puis, leur but, c'est vraiment de vous donner les outils pour, en fait, là, assurer la pérennité de vos colonies. Donc, ayez pas peur de les appeler. Ça va leur faire vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup. Et on pourrait passer